Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Sommes-nous en république monarchique? C'est en tout cas la thèse de Philippe Fabry, historien du droit et avocat, auteur de Le Président absolu, la 5e République contre la démocratie aux éditions Scripta Manent. Et vous pouvez trouver le livre sur Amazon, attention pas en librairie, mais il coûte 4 €, rien que 4 €. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Eh bien écoutez, je vais vous dire une chose, s'il y a un livre à lire d'urgence, auditeur de Sud Radio, c'est celui-là. C'est celui-là. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est un livre qui remet les choses à leur place et c'est ça la chose la plus importante. Vous savez, l'actualité, on la traite, on la commente, etc. Elle est en présentiel. Mais remettre en perspective, voir d'où ça vient. Et on ne peut pas comprendre ce qui se dit dans le présent immédiat si on ne le remet pas dans l'histoire. Vous savez, c'est le passé. Ceux qui ignorent le passé se condamnent à le répéter et à le revivre. Beaucoup de gens l'ont dit et beaucoup plus savants que moi. Alors, Philippe Fabry, vous dites ceci, et c'est intéressant. Vous dites qu'au fond, on n'est pas, et vous le dites, l'affirmez, on n'est pas en démocratie. Que la France n'est plus une démocratie selon les critères de la démocratie. Et là, évidemment, quand on dit ça, on dit comment, mais comme vous dites ça, enfin, on n'est pas, alors, très bien, dans tous les débats, oui, mais on n'est pas en Corée du Nord, vous comparez quoi avec les pays du Moyen-Orient, avec quoi? Non, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça, c'est obscène. Et vous répondez, c'est quoi, et je voudrais qu'on revienne à ça, quels sont les critères de la démocratie? Et pourquoi la France ne l'est plus? Oui, c'est effectivement l'information importante, et c'est le but de ce livre. Je voulais faire comprendre à ceux qui croient qu'on est vraiment en démocratie que c'est pas le cas, et à ceux qui comprennent bien, parce qu'il y a une intuition dans le pays comme quoi ce n'est plus normal, mais c'est vrai qu'on emploie des mots comme dictature ou choses comme ça, et que donc les défenseurs du pouvoir ont un beau jeu de venir expliquer, mais vous êtes des factieux, on a une élection, etc. Complotistes et autres. Voilà. Oui. Et donc ce que j'ai voulu démontrer, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, et pas en me référant à une vision, on va dire, philosophique de la démocratie qui serait forcément contestable, ça fait des siècles qu'on réfléchit là-dessus, mais tout simplement en regardant aujourd'hui qu'est-ce qu'on considère facilement et couramment comme démocratie, en particulier tous nos voisins directs européens. Et est-ce qu'on a le même système chez eux que chez nous? Et le fait est que non. Alors on peut avoir l'impression, et en fait il faut bien que les auditeurs se rendent compte que ça peut toujours paraître très technique parce que c'est du droit constitutionnel, etc. Mais en réalité c'est simple. En réalité il faut vous imaginer que tout ceci est une machinerie, c'est comme votre système de chauffage central, on va dire. Il y a forcément des composants différents, vous avez une chaudière, vous avez des tuyaux, vous avez des robinets, et tout ça, vous le trouvez dans tous les pays. Donc, on se dit, et en général, quand on vous explique qu'on est une démocratie, c'est, mais regardez, vous avez les mêmes systèmes. Vous avez les mêmes éléments. Le Parlement, le président... Voilà. Mais le problème, c'est pas tellement les éléments, c'est comment ils sont branchés. Et en fonction de comment ils sont branchés, vous avez de l'eau chaude ou vous en avez pas. Si l'eau chaude, c'est la démocratie, pour faire la métaphore. Et donc chez nous, on n'a pas d'eau chaude, alors que nos voisins, oui. Et donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Alors entrons dans le vif du sujet, en quoi concrètement on n'a pas d'eau chaude? En quoi effectivement le fait qu'on ait un président, où il y a un Sénat, chambre haute, chambre basse, les députés, on a soi-disant, enfin en principe, les contre-pouvoirs, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, la justice, etc. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors la chambre haute et la chambre basse, on les a, comme tout le monde, élus sur le même mode que tout le monde. Sénat, chambre des députés. Voilà, avec un Sénat qui est élu au suffrage indirect, une chambre des députés élue au suffrage direct. Donc ça, pas de problème, on a les choses comme il faut. Après, le problème, c'est dans l'articulation avec le pouvoir. Parce que ce qu'ont tous les autres, c'est une distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le chef de l'État, généralement, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, ou quasiment pas, comme la reine d'Angleterre en fait, mais dans nos voisins républicains comme en Italie, allemand, voilà, etc. ou le président en Italie, qui ont en fait un rôle consensuel d'autorité et de garant de la Constitution. Donc ils ne mettent pas les mains dans le cambouis du gouvernement, j'ai envie de dire, mais ils sont là pour surplomber, pour valider les lois quand elles sont votées, donc les promulguer, on dit ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a le chef du gouvernement qui lui effectivement fait le travail quotidien de gouvernement, qui dirige le pays, qui dirige la politique du pays. Et qui est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement l'institue et le Parlement peut le faire tomber quand il n'est pas content. Bon. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où le bas blesse. Ouais. Parce que chez nous, il y a cette séparation, on va dire, formelle dans la Constitution. Effectivement, on a un président et un Premier ministre. Mais la réalité, c'est que c'est le chef de l'État qui concentre tout le pouvoir, que le vrai chef du gouvernement, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui préside le Conseil des ministres, alors que dans les autres pays, il en est absent. C'est le Premier ministre qui est il faut dire, dans les autres pays, quand il y a le Conseil des ministres, le président n'assiste pas. Non, il n'est pas là. Le président ou la reine d'Angleterre, il n'est pas là. On lui fait des comptes rendus.
défendu, mais il n'est pas sur place, et donc c'est pas lui qui commande. C'est pas lui qui préside. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui n'est plus responsable devant le Parlement. En fait, si le gouvernement était vraiment responsable devant le Parlement, en pratique et pas juste en théorie, régulièrement, on aurait des gouvernements qui tomberaient sur motion de censure. C'est la fameuse chose dont on parle, c'est-à-dire il perd sa majorité, il tombe et ils doivent trouver une nouvelle coalition avec un autre gouvernement. Chez nous, ce n'est jamais le cas. Il n'y a jamais eu de motion de censure qui a été votée, sauf une qui a été contournée par De Gaulle en 62, mais j'entre pas dans les détails. 62, oui. Voilà. 50 mais en fait, depuis, il n'y en a jamais une qui a été votée, et le gouvernement ne change que le président. Il n'y a pas eu une motion de censure votée. Pas une seule. Ouais, c'est pas une seule. Donc de facto, le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée, il est responsable devant le président. Donc tout est concentré en fait autour du président, ce qu'on a appelé à tort un régime semi-présidentiel, parce que dans semi-présidentiel, il y a l'idée de modération, de juste milieu, finalement on serait presque meilleur que les autres à ce compte-là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un régime semi-présidentiel. Comme tous les régimes catégorisés semi-présidentiels, c'est un régime hyper-présidentiel que nous avons en commun avec des pays comme l'Égypte, la Syrie, l'Algérie ou la Russie. Oui, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Absolument. Donc, comment vous osez nous comparer à la Russie de Poutine? Mais parce que structurellement, c'est ça. C'est-à-dire nous avons une constitution dont l'application conduit à un régime autoritaire où régulièrement le président revient se faire élire, mais qui a des pouvoirs tout à fait démesurés et qui ça ne correspond pas à ce que j'appelais donc les standards démocratiques européens, qui sont des standards que nous avons connus. Sous la Troisième République, sous la Quatrième République, nous étions une vraie démocratie. Et ce n'est plus le cas depuis 1958 et surtout depuis 1962, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que c'est de là que vient le déséquilibre. Si on suit le texte de la Constitution, la séparation entre le président, entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, elle y est normalement. Et d'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup en disant mais c'est dans la Constitution. Oui, mais c'est pas le problème, parce que le suffrage universel, la politique c'est de la pratique, et le suffrage universel écrase tout ça et donne tout le pouvoir véritablement au président de la République. Et ça, c'est vraiment la catastrophe parce que ça étouffe tout débat. Tous les débats qui devraient avoir lieu à l'Assemblée n'ont pas lieu. On a une méthode de gouvernement qui dégénère de plus en plus au fil du temps. D'ailleurs, on l'a vu en particulier depuis le Covid, avec la multiplication des conseils de défense, où le président n'en répond absolument devant personne. Et tout ceci entraîne... des conseils de défense dont le Parlement n'a même pas connaissance. Voilà, il n'y a aucun contrôle sur ce qui montre bien que le chef du gouvernement, c'est devenu le président. Donc on a un chef de gouvernement qui n'est pas contrôlé. Et encore pire, j'ai envie de dire, chez tous nos voisins, le chef du gouvernement, c'est toujours le chef de la majorité parlementaire. C'est celui qui est élu, c'est Boris Johnson en Angleterre, etc. C'est chez nous. Alors, chez nous, si on compte que c'est le président, oui, mais le Premier ministre, cette fonction qui devrait avoir un poids, d'après la Constitution, qui dirige, on s'aperçoit qu'on va chercher des... Enfin, il suffit de lire la presse ces jours-ci, on s'aperçoit que le Premier ministre risque d'être sélectionné sur entretien d'embauche chez le directeur de cabinet du président de la République qui de temps en temps passe une tête, mais pas du tout parce que c'est le produit de l'élection et du suffrage universel. Donc nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous ne correspondons pas aux standards de nos voisins qui s'en rendent compte d'ailleurs de plus en plus. Oui, et ce qui est extraordinaire, vous en parlez, juste un mot, et on va continuer d'en parler pendant une heure, c'est que les élections de 2017 législatives ont donné, vous disiez, par exemple, les députés de la République En Marche, mais c'était vrai avant, on aurait pu élire, voilà, ils étaient totalement inconnus, ils ont la majorité absolue, parce que ça vient après les présidentielles. Donc, ce qui compte, c'est les présidentielles, le reste... Voilà, tout à fait. Cette dynamique est apparue, alors on a mis ça, certains me disent, le mettre sur le compte du quinquennat, d'ailleurs on le voit, le président en reparle de repasse au septennat, on met ça sur le compte du quinquennat, ou on met ça sur le compte du fait de mettre législative après l'élection présidentielle. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une évolution logique à partir du moment où on avait adopté le suffrage universel direct pour nommer le chef de l'État, parce qu'en fait, le problème vient de là, parce que ça crée un déséquilibre de légitimité. Normalement, dans toutes les démocraties fonctionnelles, démocraties parlementaires voisines, la légitimité, la souveraineté populaire, elle s'exprime à travers le Parlement, qui est élu directement par le peuple. Et pas à travers l'élection du présidentielle. Voilà. On va en parler longuement après les informations. Et pour exercer votre dernier précaré de démocratie, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et si vous voulez vraiment
bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en général, et ça va bien au-delà et bien avant Emmanuel Macron, bien sûr, lisez ce livre, vous pouvez le commander sur Amazon, Le président absolu de Philippe Fabry. Alors justement, Philippe Fabry, on va un peu détailler et on va remonter, non pas au péché originel, mais justement l'élection du président de la République au suffrage universel. De Gaulle, 1962, il a pris, évidemment, en 1958, il est arrivé, mais c'est après le référendum de 1962 qu'il y a eu cela. Sauf que, quand même, vous dites, la France n'est plus une démocratie, mais quoi de plus démocratique que l'élection du président de la République au suffrage universel? Pour vous répondre, attendez, vous dites, mais voilà, la rencontre d'un homme et d'un peuple, enfin, ce qu'on serine du matin au soir. Et vous dites, attention, c'est plus compliqué que cela, et c'est même plus paradoxal que ça. Oui, tout à fait. Et c'est justement tout le problème. C'est une question qui a été discutée très tôt, en fait, en matière de sciences politiques et de droit constitutionnel, de savoir quel était l'effet du suffrage universel qui doit se porter sur un seul homme, encore une fois. Parce que le standard démocratique, je le disais tout à l'heure, c'est le fait que le cœur du pouvoir, ça doit être le Parlement, parce que c'est là qu'on débat, et par définition, le Parlement est forcément plus représentatif de l'ensemble de la société qu'un seul homme, parce qu'il y a forcément des courants, des tendances diverses, ce qui peut pas être le cas d'un seul homme. Un seul homme, toujours, il sera élu en partie par défaut, par des gens qui n'en veulent pas, et on l'a vu encore plus avec le vote utile, le vote contre, le vote de rejet, etc. Et d'ailleurs, c'est une marque du régime, ça a tendance à être de plus en plus le cas, ce manque de légitimité qui a été mentionné. Effectivement, dans l'idée de Gaulle, à la base, l'idée c'était pas ça. L'idée c'était de donner une autorité suffisante, centrale à un personnage qui était lui, à la base, afin de régler notamment un certain nombre de problèmes et surtout de se tenir au-dessus des partis. Ce qu'il appelait les partis, c'était justement les défenses des différents groupements d'intérêts. C'était pas forcément un parti politique, c'était les groupements d'intérêts, en fait. Le problème, c'est que De Gaulle avait beaucoup de qualités et c'était authentiquement un démocrate, il l'a montré par sa pratique du pouvoir. Et rappelons-nous qu'il est parti quand le référendum ne l'a pas donné en 69 la majorité, il est parti dans l'heure qui suit. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il a beaucoup usé d'une pratique plébiscitaire du pouvoir, c'est-à-dire le fait de faire voter le peuple sur des propositions constamment, et que ça, on sait par expérience. Alors ça peut paraître contre-intuitif, effectivement. On se dit si on vote, c'est qu'on nous donne le choix, c'est qu'on a le droit. Mais on sait par expérience que le plébiscite, le danger du plébiscite, c'est la dictature de la majorité ou alors d'une minorité qui arrive à se constituer des majorités régulièrement sur des votes. Typiquement, l'élection du président de la République, mal élu, comme on l'a dit. Donc ça, c'est typiquement le problème. Et donc, ce qu'a trouvé la tradition constitutionnelle occidentale et européenne en particulier pour régler ce problème, c'est la distribution des pouvoirs que j'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Voilà, aussi, la séparation des pouvoirs qui peut être effective grâce à ça. Inversement, l'histoire nous a donné des cas d'élections au suffrage universel plébiscitaires qui généralement ont mal tourné. Typiquement l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 qui finit par aboutir au Second Empire. C'est-à-dire que la tradition, justement, ce que je dis, c'est que notre régime n'est pas un régime démocratique, c'est un régime plébiscitaire. Et c'est pas la même chose. Dans un régime démocratique, il y a un ensemble d'équilibre des pouvoirs, qui est celui que j'ai dit. Dans un régime plébiscitaire, il y a un système de pouvoir avec une autorité centrale qui fait voter éventuellement de temps en temps, mais dont le pouvoir est extrêmement concentré. Et ça a des effets sur la culture politique à long terme qui sont extrêmement profonds, parce que ça efface le Parlement comme lieu de débat, et ça recrée un esprit de cour autour d'un personnage qui certes est très élu régulièrement et qui n'est pas le même, puisqu'il y a des présidents successifs, mais l'écosystème, on va dire, intellectuel et politique qui se met en place autour de ça est tout à fait néfaste. Et ce que je dis, c'est que chez nous, cette concentration autour de la présidence pendant 60 ans, ça a recréé une sorte de nouvel ancien régime. En fait, c'est une monarchie, ce que vous dites. Voilà, c'est ce qu'on a appelé très tôt la monarchie républicaine, mais c'était Maurice Duverger qui disait ça, un constitutionnaliste, mais lui, il employait ça dans un sens qui lui semblait positif, parce qu'il pensait que ça aiderait la France à se moderniser, etc. Et ce que je dis en introduction, c'est l'heure du bilan est venue. Et quand on voit notre situation, qu'on voit qu'on est un des pays qui se désindustrialise le plus en Europe, qu'on voit qu'il y a un pays qui a beaucoup de mal à se moderniser, qui est pas le mieux classé en Europe pour ce qui est de la liberté de la presse, qui est pas le mieux classé en Europe sur tout un tas de sujets, qui est le seul pays d'Europe qui a eu un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes.
qui est typiquement une opposition de régime autoritaire. Je veux dire, c'est dans les régimes autoritaires qu'on voit ça. C'est l'équivalent des Gilets jaunes en Russie, c'était en 2012 les manifestations contre Vladimir Poutine. Chez nous, on a ça. Chez les voisins, il n'y en a pas. Chez les voisins, les référendums sont mis en application. Le Brexit, ça a été mis en application. Chez nous, le référendum de 2005, on s'est assis dessus. Oui, l'Angleterre, le pouvoir n'était pas pour le Brexit, mais les Anglais ont voté en majorité Brexit. Ils ont exécuté. Voilà. Nous, en 2005, il faut le rappeler toujours, c'est le 55% des Français ont voté contre, et ça n'a pas été appliqué. Au contraire, le traité de Lisbonne a complètement changé la donne. Voilà. Mais alors, oui, mais ça vient de quoi? Ça vient vraiment, tout cela, de cette élection au suffrage universel, à votre avis? C'est-à-dire que ça a structurer une pensée, disons une pratique autoritaire du pouvoir. Oui, encore une fois, c'est quelque chose dont on s'est méfié assez tôt et dont l'expérience a montré assez tôt que ça menait à des régimes autoritaires. Le problème, c'est que en la politique, alors bien sûr, il y a la Constitution, il y a les textes, etc. Oui, ça, c'est une chose. Ça. Mais ce qui fait véritablement... Mais c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique d'un régime. Et c'est la légitimité, et c'est quelque chose de très animal finalement, c'est des relations psychologiques et sociales très animales. Et le fait est que quand vous avez un individu qui est élu au suffrage universel, et à côté une assemblée qui est partout élue au suffrage universel, le Parlement, direct, je parle de suffrage universel direct, c'est ça qui est important, et bien forcément, celui qui rassemble sur son seul nom tous les suffrages, et forcément a une capacité de légitimité qui est supérieure à celle du Parlement. Donc le Parlement s'efface. Et si vous n'avez plus de Parlement, vous n'avez plus de démocratie. Parce que vous avez un rapport vertical qui se met en place entre le peuple et le président, où tous les corps intermédiaires sont détruits. Et d'ailleurs, ça c'est une chose qu'avait très bien anticipé de manière remarquable François Mitterrand dans son livre Le coup d'État permanent en 1965, où il disait le suffrage universel, ça amènera à l'effacement du Parlement, à la destruction de tous les contre-pouvoirs et à la mise en place d'une technocratie avec le monarque républicain. Sauf qu'il s'en est très bien accommodé et c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça qu'il a fait et qui a été une erreur terrible. Ça va être compliqué de faire le détail là, mais je fais un parallèle avec ce qui a été le sort de la Troisième République au tout début, dont la lettre constitutionnelle, on va dire, était identique à celle de la Cinquième République, mais dont les républicains, quand ils ont été élus, qui étaient vraiment la force d'opposition, comme les socialistes en 1980, eux, ils ont dit, nous, on va pratiquer le pouvoir de manière républicaine, c'est-à-dire le président de la République, Jules Grévy, a dit, je ne présiderai plus le Conseil des ministres et je n'utiliserai pas mon droit de dissolution. Alors que Mitterrand fait l'inverse. Mais Philippe Fabry, au fond, comment ça s'est propagé aussi vite? Enfin, président de la République, très bien, et l'autorité absolue. Le Parlement, comme c'est lui, le parti présidentiel, on vote pour le parti présidentiel, on reviendra à la cohabitation plus tard. Mais comment vous expliquez qu'on en soit là avec la justice et les médias? Parce que la justice aussi, il y a un problème de justice. En quoi la politique joue et comment? Et puis les médias, vous en parlez aussi dans votre livre. Alors, avec la justice, il y a naturellement un problème qui est au niveau de la part exécutive de la justice, qui est que le parquet qui est chargé de poursuivre est aux ordres du gouvernement, puisque le ministère de la Justice en dépend. Donc c'est moins vrai pour les magistrats du siège. On a réussi à leur donner mais on a toujours refusé de leur donner une autorité véritablement indépendante. Et même depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ça a encore un petit peu empiré, puisque au début, alors je sais plus comment ça avait été mentionné exactement, mais il y avait l'idée que désormais la Cour de cassation devrait être un petit peu sous le contrôle de l'exécutif. Donc c'est-à-dire que c'était un assujettissement totalement inconstitutionnel en plus, mais de toute façon, vu que la présidence est une espèce de trou noir qui absorbe tout, ça n'a offusqué personne. Et ensuite, il y a effectivement aussi le problème des médias. Il y a un contrôle des médias qui se fait notamment par... Alors moi, je compare ça un petit peu avec les liens qu'il y avait entre le clergé et la monarchie sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y a le clergé et la noblesse, enfin. Voilà, la monarchie. Il y a un acoquinage avec une grande partie des médias. Il n'y a pas besoin que tous les médias le soient. Il suffit que vous ayez une moitié des médias, on va dire, qui sont dans la main du pouvoir et qui passeront souvent leur temps à expliquer d'ailleurs que les autres médias sont pas sérieux. Du coup, et donc les médias sérieux, c'est généralement ceux qui sont subventionnés par le pouvoir. C'est eux qui ont richement subventionnés. Voilà, richement subventionnés, qui ont des sites de fact-checking, etc. pour vous expliquer que ce que vous voyez n'est pas exactement ce que vous voyez, ou en tout cas il faut le voir comme le gouvernement le voit. Et tout ça, ça a été notamment obtenu grâce au système de subventions directes, qui sont une spécificité française. Oui, justement, vous disiez là dans le livre, aucun pays d'Europe ne subventionne les médias directement comme le fait la France. Ni ne les subventionne autant. Il y a un rapport du Sénat là-dessus. J'ai mis le lien vers le rapport du Sénat parce que ça me paraissait très important. Il n'y a pas beaucoup de notes dans le livre, il y en a 5 ou 6, mais quand c'est très important, ça me paraissait. Donc c'est un rapport du Sénat qui est en fait, c'est très intéressant parce que le Sénat, c'est le dernier bastion de démocratie, j'ai envie de dire, dans ce pays.
Sénat. Voilà, c'est le seul, parce qu'on ne peut pas faire des sénateurs godillots, c'est des gens qui sont en permanence en contact avec le terrain, donc ils s'en laissent pas compter, contrairement aux parlementaires qu'on sort du chapeau, comme ça, qu'on fait élire dans un tout nouveau parti, comme en 2017. Donc, et toutes ces subventions, elles ont été créées dans les années 80, et en fait, le basculement, il s'est fait petit à petit. Oui, c'était en 86, mars 86, donc je pense que c'était avant l'alternance de droite, juste avant, donc ils ont un petit peu acheté les médias juste avant que la droite repasse, peut-être pour s'assurer la suite. Et est-ce que ça joue aussi le fait qu'il y ait juste sur les médias des actionnaires majoritaires très proches et dépendants du gouvernement ou de l'État Évidemment, ça joue aussi, ça joue parce que tout ça se fait aussi un petit peu dans le cadre du capitalisme connivence qui s'est constitué autour de ça. Encore une fois, vous avez reçu Vincent Jauvert il y a quelques mois qui est venu parler de ça. Ça, je l'ai pas détaillé dans le livre, mais il faut le lire aussi pour comprendre comment cette noblesse d'État et ce lien avec notamment les hauts fonctionnaires, les énarques, les membres des grands corps, tous ceux justement dont François Mitterrand voyait que c'est eux qui s'empareraient du pouvoir, se sont emparés du pouvoir et notamment grâce au poids financier qu'ils ont, ils peuvent aussi contrôler indirectement les médias en plus des subventions. On en parle tout de suite après une toute petite pause. Et vous n'êtes pas venu de Toulouse pour rien, ça vaut le détour. Appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous vos états, vous le savez, et vraiment vous le saurez aussi en lisant Le Président absolu là, de Philippe Fabry, qu'on commande chez Amazon, et je vous le conseille, parce que ça met les choses au point et ça met en perspective. Mais alors justement, Philippe Fabry, on a parlé un peu de tout cela, et l'instauration d'un régime autoritaire, encore une fois, bien faire comprendre que il ne s'agit pas, quand on dit démocratie, on dit oui, mais quoi, on n'est pas la Corée du Nord, etc., on l'a dit. Mais en matière de culture, quand je parle de culture politique en général, culture au niveau des mentalités, est-ce qu'il y a eu quelque chose, tout se passe comme si tout ça est considéré comme tout à fait normal, c'est-à-dire l'autorité uniquement dans les mains de l'exécutif, et attention, l'exécutif, pas du gouvernement, de l'exécutif présidentiel à l'Élysée, tout se passe à l'Élysée, mais également les conseils de défense, sanitaires, militaires, autres. Troisièmement, et vous en parlez, c'est formidable, quand on a vu les comités de citoyens, alors qu'il y a un parlement, on l'appelait des comités de citoyens, et cette culture de l'autorité, on dirait qu'elle, ça y est, elle est installée, elle est considérée, voilà, comme normale. Oui, elle est installée et ça empire. Et alors justement, c'est un problème, parce que lorsque la Ve République a été instaurée par De Gaulle en 1958-1962 pour le suffrage universel direct, nous étions un pays qui avait une culture démocratique très ancrée, parce que ça faisait un siècle qu'on avait construit notre démocratie et on avait été une vraie démocratie parlementaire. À part la parenthèse de Vichy. À part la parenthèse de Vichy, 1870-1958, on a été une démocratie. Donc il y avait une culture démocratique, et une culture démocratique c'est très important, parce que ça dicte à tout le monde ce qu'il doit faire, ça lui dicte des réflexes de survie aussi, ça dicte aux gens ce qu'ils ont le droit de faire par nature, ce qu'on attendra d'eux dans certaines circonstances, ça dicte aux médias quelle doit être leur attitude face au pouvoir, etc. Et donc on avait construit, et donc quand les institutions de la Ve ont été mises en place, cette culture démocratique, elle a pas disparu du jour au lendemain. Donc pendant des années, elle a contrecarré le plein effet de cette constitution grâce aux habitudes des gens. De critiquer. Rappelez juste rapidement les bases de cette culture démocratique. Alors la culture démocratique, c'est des médias qui d'abord demanderont toujours au gouvernement de se justifier de ce qu'il fait et pas iront sans arrêt demander aux citoyens de s'expliquer de ce qu'ils disent, puisque c'est souvent ça qu'on voit. C'est un Parlement qui conteste continuellement le pouvoir exécutif, vient continuellement lui demander des comptes et estime toujours comme tout à fait inique et tyrannique le fait qu'on ne lui en rende pas. Hein. Oui, il demande de rendre des comptes. Voilà, et c'est un chef de l'État qui ne prétend pas tout régenter, multiplier ses capacités de nomination, y compris dans des grandes entreprises publiques, etc. Donc c'est un président qui connaît les limites de son pouvoir et qui les admet. Et qui, je rappelle qu'à la fin de la Troisième République, ou dans les années 1920, Alexandre Millerand, qui était président de la République à l'époque, avait voulu
dissoudre l'Assemblée nationale un jour parce qu'il n'était pas content de la majorité, l'Assemblée l'avait poussé à démissionner. Il avait été contraint de démissionner. Alors que là, le droit à la dissolution appartient au président, personne ne le conteste. Complètement. Ouais. Et c'est en permanence un coup près. Et même dans les cas de cohabitation, c'est toujours un pistolet sur la tempe de l'opposition au président en lui disant attention, je vous tolère, mais je peux toujours vous faire sauter si le désaccord est trop important. Donc ça, véritablement, c'est dramatique. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas une démocratie parce que la culture démocratique était tellement encore là qu'on se disait mais si, on est encore une démocratie. Et ce qui fait que c'est comme la grenouille qu'on fait cuire dans l'eau qui chauffe petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte et on est cuit au moment où on se rend compte qu'en fait on n'est plus du tout une démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de culture démocratique pour freiner la domination de la présidence. Et en même temps, il n'y a plus aucune capacité de critiquer ce qui est en train de se passer, justement parce que les gens ne sont plus dans une démocratie. Donc ils se retrouvent aussi... Ils ne s'en rendent même pas compte, voilà. En fait, quelque part. Donc en fait, les quelques personnes, comme je fais là, qui essaient d'expliquer mais non, on n'est pas dans une démocratie, se retrouvent finalement, comme au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières qui allaient expliquer aux gens, mais vous comprenez qu'on peut envisager un autre moyen. Et on en est revenu là, en fait. On a régressé au plan du débat et des mentalités politiques, on a régressé de 200 ans. Et ça, c'est catastrophique. Ah oui, carrément. Vous dites régression de 200 ans. Oui, parce que dans le discours qui est fait... Ancien régime. Voilà, on ne se demande pas si le président a le droit de faire quelque chose, on se demandera juste s'il a bien fait de le faire ou pas, par exemple. Alors que dans une démocratie, on doit toujours se demander si le dirigeant a le droit de faire ce qu'il fait. On doit toujours le contester, parce que sinon, il fait de plus en plus de choses et son pouvoir s'étend au-delà de ce qu'il devrait être. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est Thucydide, hein. Le pouvoir va jusqu'au bout. Voilà, et donc on le voit, ça empire, là, depuis 2-3 ans, avec ces conseils de défense qui se multiplient où le Parlement n'a aucun droit de regard. Et le plus grave, c'est que maintenant, au moment de la crise des Gilets jaunes, il y avait certains Gilets jaunes qui avaient des revendications écologiques, on va dire. Et au lieu que le débat soit porté devant le Parlement, on a créé une commission ad hoc, la Convention citoyenne, pour leur demander leur avis, comme si le Parlement n'existait pas. Pour moi, c'était quelque chose de complètement inconstitutionnel. Le Parlement aurait dû hurler devant la création en disant que c'était une usurpation de son propre pouvoir. Si on est là, pourquoi on prend des comités citoyens? On les représente, nous, les citoyens. Sauf que l'intérêt pour la présence d'un comité citoyen, c'est qu'on le contrôle absolument comme on veut, on en garde ce qu'on veut, on en jette ce qu'on veut. Il n'y a absolument aucun problème. Ça a été les grands débats de l'après-Gilets jaunes. Donc c'est tout ça, ce sont des signes d'une démocratie qui est de moins en moins une démocratie, outre le fait qu'en plus, encore une fois, la répression des Gilets jaunes est quelque chose qui a fait frémir tous nos voisins au moment où ça a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a été comparé justement à ce qui se faisait en Russie ou en Biélorussie, des choses comme ça. Mais ça n'a choqué personne et je vois encore des gens qui expliquent aujourd'hui, depuis quelques jours, que tous les gens qui remettent en cause l'élection d'Emmanuel Macron sont des factieux et surtout qu'il est légitime parce qu'il est légal. Et ça, c'est un problème parce que en première année de droit, premier cours de droit constitutionnel, première chose qu'on apprend, c'est la différence entre la légitimité et la légalité. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est légitime. Ouais. Et le gros problème de l'hyper-présidence en France, justement, c'est que le président a tellement de pouvoir que pour avoir autant de pouvoir, chez nos voisins, il faut avoir remporté 3-4 élections d'affilée pour avoir pu placer des gens partout, etc. Chez nous, c'est le cas en une élection. Ça efface tous les contre-pouvoirs. Et le problème, c'est que pour arriver à faire quelque chose, donc 3-4 élections d'affilée chez nos voisins, c'est avoir une preuve de légitimité très forte, de légitimité dans la durée. Ouais. Chez nous, pour la légitimité que devrait avoir quelqu'un qui a tout le pouvoir du président de la République, c'est devenu impossible à avoir. Il faudrait être élu à chaque fois à 80% pour avoir tellement de pouvoir derrière. Oui, pour dire tout le monde est derrière moi, etc. Donc c'est pour ça que plus aucun président élu à la simple majorité ou une majorité légère ne peut être considéré comme légitime parce que il y a ce déséquilibre entre les deux, qui viennent du fait qu'encore une fois, on n'est pas une démocratie. Et il n'est pas légitime parce qu'on lui a donné des pouvoirs beaucoup trop excessifs. Voilà, un hyper-président devrait être hyper légitime. Or, au mieux, il arrive à être légitime chez nous, et donc forcément, après tout, c'est de l'abus de pouvoir. Contesté, etc. Voilà. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, juste, vous dites, à un moment donné, c'est vrai, on se demande, vous dites, oui, on n'est pas encore en hôpital psychiatrique, mais la manière dont on traite certains, on peut se demander si effectivement, heureusement, on n'est pas en Russie ou en Corée ou ailleurs, mais en Corée du Nord ou ailleurs, mais enfin... Ça rejoint l'URSS. Le traitement des oppositions rejoint l'URSS. Tout individu qui est un petit peu trop écarté du pouvoir, un peu trop critique, est considéré comme... Alors, pas encore un malade mental, mais un peu conspirationniste, complotiste. Vous voyez, vous êtes paranoïaque. Or, quel est le problème aussi avec ça? Quel est le problème avec le conspirationnisme?
c'est que souvent, les gens ont des intuitions qui sont justes. Ils voient qu'il y a des intérêts, mais ils n'arrivent pas trop à les démêler. Alors ils essaient de les démêler comme ils peuvent. Ils font des liens qui sont souvent grossiers, simplistes, etc. Avec des grands complots et tout ça. Oui. Voilà. Mais donc, on a beau jeu de les accuser d'être conspirationnistes, alors qu'au fond, il y a souvent une intuition qui est juste, et on l'a vu dernièrement avec des affaires comme l'affaire McKinsey, etc. Et donc, à chaque fois, on dit, vous nous traitez de complotistes. Et l'affaire du laboratoire de Wuhan, l'affaire dans le Covid. Voilà, aussi, donc il y a beaucoup de choses qui finissent par sortir comme ça, où les gens sentent que c'était pas totalement absurde. Et c'est pareil pour la démocratie, encore une fois, les gens sentent bien qu'on n'est plus en démocratie, mais on a beau jeu de leur dire, non, mais vous n'êtes pas en dictature. Alors moi, j'ai dit, non, effectivement, on n'est pas en dictature, mais on n'est pas comme chez nos voisins. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que les gens qui sentent qu'on n'est pas en démocratie, mais ne sont pas capables de l'expliquer, puissent l'expliquer. Voilà, tout simplement. Écoutez, on va l'expliquer avec nos auditeurs, Augustin. Et au moment où on apprend, mais c'est un pur hasard, que la plainte pour prise illégale d'intérêt déposée par les magistrats le 30 mars contre Dupond-Moretti a été classée sans suite. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toutes vos questions au 0826 300 300. Et nous sommes avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Oui, monsieur Berkov, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Toujours très attentif aux émissions qui sont très intéressantes. Merci. Oui, on vous écoute, Jean-Claude. Merci. Alors, je voulais poser la question à votre invité. Oui. Je suis 150% d'accord avec lui. Je n'ai pas lu son livre, mais bon, 150% avec ce qu'il vient de dire. Oui. C'est vrai qu'effectivement, le président de la République, en France, a une importance au niveau de nos institutions, pardon. Mais je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il ne croit pas aussi que nos députés, qui sont quand même les représentants du peuple historiquement, il faut le rappeler, ce sont des gens pour qui les Français votaient et qui étaient censés représenter, de remonter un petit peu, on ne va pas aller au cahier des doléances, mais qui étaient censés connaître un petit peu le terrain et en tout cas être présents sur des grands débats. Et moi j'ai l'impression, c'est la question que je vous pose monsieur, ne croyez-vous pas qu'ils se sont pas un petit peu tiré une balle dans le pied ou se scier la branche sur laquelle ils étaient assis? Parce que moi quand je vote pour un député, et je le fais, parce que c'est important localement. Bien sûr. Que je vois que ce député, il ne siège pas à l'Assemblée, il n'est pas là lors de grands débats. Alors je dis pas qu'il faut être là non plus tous les jours, mais quand même moi j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression qu'on a une chambre des députés, l'Assemblée nationale, qui fait quand même un peu strapontin vide. Et moi, je pense qu'un député, je suis désolé, si on l'élu, si on vote pour lui, pardon, même s'il y a des sujets qui sont un petit peu... Moi, je suis désolé. Il devrait y avoir une obligation. Une obligation, et peut-être que ça mettrait un petit peu le pouvoir, enfin le pouvoir entre guillemets, vous m'avez compris, de la représentativité du président. Mais il faudrait que les députés soient souvent. Tout à fait, mais Jean-Claude, quand on voit que des propositions, des lois très importantes, il y a 100 personnes dans l'hémicycle, comme par hasard. Alors Philippe Fabry, ce que dit Alors Jean-Claude. en fait, le problème, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que c'est un effet justement du délitement, de l'étiolement de la culture parlementaire dont je parlais tout à l'heure. Et c'est surtout un effet du fait que les parlementaires sentent qu'ils sont dessaisis du débat public. Sentent que justement leur poids est de moins en moins là et qu'en fait le pouvoir est de moins en moins dans l'hémicycle. Je veux dire, ce qui incite aussi un parlementaire à descendre dans l'arène, c'est de sentir que le pouvoir est là et que ce qu'il va faire quelque chose. S'il arrive à l'Assemblée et qu'il se rend compte qu'en fait tout est décidé à l'Élysée et qu'on va juste lui demander d'enregistrer quelque chose, il dit les collègues le voteront cette nuit et puis moi je viens pas. C'est tout simplement ça. Et donc effectivement on peut prendre la chose dans le sens inverse. Si les députés étaient vraiment motivés, qu'ils étaient là, qu'ils venaient se battre quotidiennement, ils pourraient probablement réussir à regagner ce pouvoir-là. Mais ça demande un effort considérable et on sait que la nature humaine est assez peu portée sur l'effort finalement, surtout sur ce genre de choses, et donc ils peuvent avoir l'impression qu'en raison de l'immobilisme il n'y a pas tellement cet intérêt-là. Au Sénat, me semble-t-il, l'assiduité est un petit peu plus importante, encore une fois, parce que déjà c'est une assemblée dont le lien avec le terroir est beaucoup plus affirmé.
Et puis c'est une assemblée où il y a encore quand même un pouvoir qui est présent. En tout cas, il y a ce qu'on constate aussi, c'est ça, c'est le délitement, effectivement, un Parlement godillot. Tant qu'il y aura un Parlement godillot, il y aura de l'abstention. D'ailleurs, il y a plein de députés qui n'envisagent même pas de se représenter parce qu'ils finissent par être démotivés, déprimés, comme les gens qui ont l'impression de faire un bullshit job, tout simplement, en se disant que je ne sers à rien. Merci Jean-Claude pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Félix qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Félix. Oui, bonjour Félix. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être concis et je vais essayer de faire attention. Je suis fonctionnaire territorial à la métropole de Bordeaux. Oui. Et là, en même temps que je vous appelle, vous voyez, je vais directement à la grande direction et je vais mettre un peu la pagaille. Et donc, j'écoute ce que vous dites de toute façon chaque jour, etc. Ça fait plein de sujets sur lesquels j'ai voulu intervenir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement ce que vous dites existe, mais en fait, ça démarre bien avant. C'est-à-dire que c'est toute la chaîne qui est comme ça. Moi, je m'occupe du patrimoine arboré. J'ai une place absolument exceptionnelle parce que j'ai amené quelque chose de nouveau. Je soigne des arbres, etc. Ouais. Et en fait, je vous assure, c'est du foutage de gueule derrière. Si vous voulez, moi, je suis en train de me rendre compte qu'on se sert de moi uniquement pour de la communication. Et en fait, si vous voulez, donc en fait, il y a beaucoup d'apparat dans tout ça. On discute de beaucoup de sujets, etc. Mais en fait, derrière, il se passe bien d'autres choses. Le foncier est actuellement ce qui prime. Donc, c'est-à-dire que dès la mairie, on ment aux citoyens. Et en fait, les gens qui sont dans les mairies sont de toute façon accoquillés avec des gens qui sont bien au-dessus. Et en fait, on nous fait croire qu'il y a des débats, des choses comme ça. Moi, je le vois, ça fait maintenant que 4 ans que je suis dans la fonction publique. Donc, on nous fait croire tout un tas de choses. Moi, ça va faire maintenant 4 ans qu'on me fait faire un travail. Et en fait, on va tout raser. Vous voyez, on essaye de nous... Quand vous dites foutage de gueule, ça veut dire, on vous dit, pardon, juste pour bien comprendre, et faire comprendre, on vous dit, voilà, occupez-vous des arbres, etc. La culture, c'est tellement important. Et après, vous apprenez à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, que derrière et en avant et en haut, on a déjà décidé de tout raser ou de faire du foncier et autre chose. C'est un peu ça. Ouais. Complètement. Un des sujets dont personne ne parle, Emmanuel Macron a quand même vendu le site de l'université d'AgroParisTech, c'est 200 ans d'histoire, avec des parcelles de l'INRA. Il a vendu ça à un promoteur, et en plus ils ont bidouillé, parce que soi-disant c'était la meilleure offre, alors qu'en fait la meilleure offre, c'était les universitaires qui l'ont faite avec l'INRA, puisqu'ils se sont rassemblés pour réunir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a vendu 200 ans d'histoire. En fait, c'est un président n'a pas le droit de vendre un bien commun comme ça. Et malheureusement, moi, ce que je vois sur le territoire de Bordeaux, c'est qu'on est en train de détruire et de vendre ce qui est de l'ordre du bien commun. On est en train de perdre notre bien commun. Et logiquement, je ne comprends même pas, si vous voulez, on évite tous ces sujets-là. Donc on fait bien de belles phrases sur l'écologie, etc. Mais en fait, derrière, ce qui se passe, c'est pas ça du tout. Ouais. Et oui, d'autant plus que... Là, je vous dis, je remonte à la direction et je vais mettre une pagaille pas possible. Ça fait 4 ans que je fais un travail et là, j'apprends qu'en fait, tout ce travail que j'ai fait n'a servi à rien. Ça veut dire que je suis employé à la fonction publique pour rien du tout. Eh bien, ça, mais ce que vous allez faire, c'est faire votre métier de citoyen. Vous avez raison. C'est vrai. Alors, Philippe Fabry, ça illustre bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'impuissance citoyenne. Voilà l'impuissance citoyenne parce que en haut, on magouille pour tout à fait autre chose. Voilà, et puis ça vient aussi du fait que, encore une fois, la concentration du pouvoir dans le président a complètement asséché le débat. Parce que le président n'est qu'un seul individu qui peut s'occuper d'un sujet puis de l'autre le lendemain. L'intérêt avec une assemblée, c'est que vous aurez 500 ou 600 députés qui a chacun son combat, souvent. Ce qui permet à chacun de ces combats d'être représenté valablement. Alors qu'un président de la République, lui, ce qui va le soucier, c'est simplement le rapport à l'opinion publique quotidien. Et donc, effectivement, on fait régulièrement du greenwashing, comme ça. On fait un petit geste écolo par-ci, un petit geste pour la diversité par-là, etc. Et c'est de la communication. Et ça réduit le travail et la communication parce qu'il n'y a personne pour faire du travail derrière. Alors, dans un Parlement, normalement, il y a du monde. Mais quand vous les réduisez, encore une fois, à enregistrer des décisions qui sont prises par le président lui-même, effectivement, il se vide de son pouvoir et de sa présence physique des députés. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et si je peux me permettre. Allez-y.
En plus, voilà, ce qui se passe, c'est que moi, je suis parti pile en tête en observant beaucoup la fonction publique, parce que moi, j'étais musicien de jazz avant. Et en fait, moi, je me suis présenté comme thérapeute. Donc, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous voulez embaucher un thérapeute comme moi? Donc, aujourd'hui, on m'appelle le druide à la métropole. Vous voyez où on en est? Et c'est vrai, en plus, c'est un vrai rôle de druide, comme on avait à l'ancienne. Ouais. Ceci dit, voilà ce que j'ai fait. J'ai réalisé qu'en fait, les décisionnaires n'avaient pas forcément les bonnes remontées d'informations. Donc, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des remontées d'informations au plus haut. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en fait, mais tout le monde est au courant de tout. Et je vais vous dire, moi j'ai halluciné dans la fonction publique, du stylo au papier toilette à tout est payé 3 à 5 fois le prix. Tout le monde est au courant et personne ne veut mettre un coup de pied là-dedans. Personne. L'argent public est en train d'être déversé d'une façon absolument mais aberrante. Ouais. Ça, c'est encore une autre question, l'argent public. Hein, mais tout se tient. C'est pas pour parler de l'argent public, c'est juste pour dire qu'en fait, tout le monde est au courant. Oui, bien sûr. Mais vous savez, ça se tient, en monarchie, ça se tient, hein, tout ça. Ça se tient. Ah oui. C'est justement parce qu'il n'y a pas, on revient à ça, le contre-pouvoir. Où sont les contre-pouvoirs? Mais voilà. Merci. Et en plus, je vais vous dire, juste une dernière chose, moi en tant que fonctionnaire, et je le suis depuis très peu, ils n'ont pas compris que j'avais pas de carrière à gérer, je peux partir faire autre chose. Donc c'est pour ça que je vais me permettre ça. Et je vous avoue honnêtement, là j'en suis à vraiment à me demander, je sais pas si je vais pouvoir continuer à travailler dans la fonction publique, tellement c'est absolument aberrant. Et en fait, on voit ou des agents qui baissent les bras, en fait on voit que des gens qui baissent les bras. Donc ça donne en fait toute une... Je sais pas si vous voyez ce que c'est la métropole comme structure. Hein. Et en fait je ne vois que des gens qui baissent les bras dans tous les services. Merci. Et donc vous avez des services publics qui sont effectivement... catastrophique. Merci en tout cas, et vous avez bien en tout cas décrit votre présent, mais tout est lié évidemment. Augustin. On l'avait vu, Philippe Fabry, votre brûlot va créer des émeutes à la métropole de Bordeaux et nous sommes avec Michel qui nous appelle de l'Indre. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, je suis très heureux de pouvoir vous parler, ainsi qu'à votre invité que je salue. Je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait en phase avec sa thèse, parce que, bon, il y a un effet de balancier, on a beaucoup vanté les mérites de la Ve République pendant des années, et puis maintenant, à la suite d'ailleurs de Monsieur Mélenchon, il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça a beaucoup d'importance. Oui, Mélenchon pour la 6e République, oui. Il fait campagne là-dessus. Ouais. Alors, en réalité, il faut quand même se souvenir, et il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent, et moi je ne suis pas de la dernière pluie, donc je m'en souviens très bien, comment le général de Gaulle a mis en place ces institutions-là. C'était pour réagir contre l'impuissance catastrophique de la 4e République. Il faut se souvenir de ces gouvernements qui duraient 3 mois et qui étaient incapables de gérer à l'époque, c'était la crise algérienne, et qui n'y arrivaient pas. Et donc il a créé un système qui était beaucoup plus équilibré en redonnant à l'exécutif une force qu'il avait perdue. Et bon, il se trouve que sa personnalité a fait que le poids du président de la République a été beaucoup plus lourd que ce qu'il aurait dû être, et que ses prédécesseurs ont essayé de maintenir, mais qui ne sont pas tous très... Que ses successeurs, vous voulez dire. Successeurs, pardon, excusez-moi, n'ont pas tous réussi à jouer ce rôle. Et alors, la dérive qui s'est produite, et à mon avis, elle s'est accentuée avec le quinquennat, c'est une dérive qui consiste à faire confondre les rôles du président de la République d'une part et du Premier ministre responsable devant le Parlement d'autre part. De plus en plus, et avec le quinquennat on a vu ça en particulier avec Sarkozy, que le Premier ministre devient presque transparent, il se réduit à presque rien, et en définitive c'est le président de la République qui se retrouve en première ligne, donc avec une confrontation directe et un conflit de pouvoir qui ne devrait pas avoir lieu entre l'Assemblée d'une part, en théorie, parce que l'Assemblée est acquise du fait de l'élection, mais ça pourrait ne pas être, et le président de la République. Donc, à mon avis, et c'est la question que je voudrais vous poser ainsi que votre invité, je me demande si d'une part, le rééquilibrage du système, c'est-à-dire le président
qui est plutôt chargé des grandes orientations. Oui, c'est ce que disait Philippe Fabry. Des grands axes de la politique, et un Premier ministre qui, lui, va au charbon et qui est beaucoup plus proche du terrain et qui est responsable... Oui, mais vous êtes d'accord, c'est pas le cas en ce moment, c'est pas le cas. En plus, la proportionnelle, parce qu'évidemment, avec ce système, et puis en plus le quinquennat, avec la conjugaison des élections en même temps du président de la République... Oui, on l'a dit, oui. Et du Parlement, ça crée forcément, ça risque de créer une espèce de blocage complet institutionnel, alors qu'avec une respiration dans le cadre du septennat, le président serait peut-être obligé d'infléchir un peu. Alors, on vous a écouté, il faudrait écouter maintenant Philippe Fabry. Non, alors le problème... Alors, mais revenons juste un mot quand même, parce que revenons... ce que dit notre auditeur, il n'a pas tort. C'est vrai que je veux bien que la 4ème République, c'est une démocratie, mais honnêtement, c'était pas l'idéal, ces gouvernements qui sautaient tous les 3 mois. Non, alors il y a eu de l'instabilité. Maintenant, c'est quand même la première moitié des 30 Glorieuses. Sont responsables de ça, la 4ème République. Deuxièmement, on confond souvent instabilité gouvernementale et instabilité ministérielle, alors qu'il y avait des ministères qui survivaient à l'instabilité gouvernementale. Et troisièmement, on était effectivement dans une période très difficile, celle de la guerre d'Algérie, donc il y avait un petit peu d'instabilité, c'était normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que si De Gaulle a été rappelé par la 4ème République, par Flimlen notamment, avec l'idée, je virerai l'Algérie, parce que c'est ce qu'avait décidé en fait, on avait compris que l'indépendance, il n'y avait pas d'autre choix, donc il faut simplement, l'exécutif avait du mal à l'imposer, donc De Gaulle était censé venir pour mettre son autorité morale et dire je lâche. S'il avait fait ça et qu'il était reparti, on aurait encore la 4ème République aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de problème. Ce sur quoi j'insiste, c'est que la démocratie parlementaire, le modèle encore une fois qui est celui de nos voisins, c'est le modèle le plus stable dans la durée au monde. Les Anglais ont ce régime-là depuis plus de 300 ans. Et ça n'est jamais tombé. Donc on fait pas. Donc il y a des périodes d'instabilité effectivement, mais je veux dire l'instabilité gouvernementale, ça c'est pas forcément un problème. Sur la question de savoir si on pourrait pas rééquilibrer, non, on peut pas rééquilibrer, c'est un vœu pieux, parce que encore une fois c'est une question de pratique et c'est une question de l'autorité qui est donnée au président par le suffrage universel direct. Donc on peut rien rééquilibrer en décidant de faire un texte. Encore une fois, oui, le rééquilibrage normalement c'est le texte de la Constitution. Force est de constater que son application ça ne donne pas ça, parce que entre la théorie d'un texte constitutionnel et sa pratique, il y a souvent un monde qui est dans l'articulation des pouvoirs. C'est pour ça que ce que je dis moi, il ne faut pas chercher à inventer quelque chose, parce que souvent on se dit qu'est-ce que ça serait le bon régime, est-ce qu'il ne faudrait pas une assemblée par-ci, une assemblée par-là. Je dis non, le modèle qui fonctionne, on le connaît, tous nos voisins l'ont adopté. Et c'était celui qu'on avait même avant un certain nombre d'entre eux, puisqu'on l'a eu avant l'Espagne, on l'a eu avant l'Italie, etc. Donc revenons simplement à ça, faisons la même chose que nos voisins. Et ce qui est très important surtout, c'est de dire et répéter à nos compatriotes, regardez chez nos voisins, ce n'est pas pareil chez nos voisins. On vous dit c'est pareil chez tout le monde. Non, c'est pas pareil chez nos voisins. Ce n'est pas inéluctable. Vous dites que la France est moins démocratique aujourd'hui que nos voisins. Je dis que la France est un intrus parmi les démocraties européennes aujourd'hui. La France est aujourd'hui structurellement dans sa constitution plus proche de la Russie de Vladimir Poutine que de nos voisins. Vous allez faire réagir pas mal. Justement, vous réagissez au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Nour qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Nour. Nour, bonjour. Bonjour monsieur Berkov. Bonjour. Ça me fait énormément plaisir de la terre au ciel de vous avoir au téléphone. Merci. Monsieur Berkov, excusez-moi d'exagérer. J'ai créé une page web pour vous nommer prix Nobel du journalisme. J'adore ce que vous faites. Je suis déjà à 250. C'est pas pour faire de la publicité, mais vous faites bien. Non, mais vous me faites rougir, nous. Merci en tout cas. Non. Vous faites bien votre boulot. Je connais vos origines. Je connais tout sur vous. J'adore. Votre invité, je le félicite par rapport à ce qu'il fait. Franchement, on ne m'apprend rien. J'ai 62 balais. Je suis d'origine tunisienne. Ça fait 45 ans que je suis en France. Ouais. J'adore la France. Mais je sais pas quoi vous dire. Il y a quand même de l'histoire, il y a des références, il y a des gens qui ont parlé de sujet de monsieur, entre autres, comment s'appelle, Marion Sigaud. Je ne sais pas si une complotiste ou non, mais elle parle vrai avec des références et tout ça. Bah, écoutez, c'est ça l'essentiel, oui. Mais vous vouliez parler de quoi plus effectivement, Nour?
Par rapport à la démocratie, c'est vrai, c'est gentil ce qu'il dit, votre invité. Je les félicite par rapport à ce qui se fait. Je vous félicite d'abord, vous, par rapport à votre invitation. Personnellement, il ne m'apprend rien. Tout est écrit dans l'histoire, mais il faut savoir lire dans quelle histoire. C'est vrai. Voilà, je vous félicite pour votre émission. Merci. Vous savez, le problème, c'est qu'il faut toujours éclairer. Donner la perspective, donner la chose et dire, et pas surtout prendre ni les auditeurs, ni personne pour des gens à qui c'est pas la peine d'expliquer. Il faut toujours expliquer. Et on a tous notre esprit critique. Merci en tout cas, Nour, et vraiment, vous m'avez fait rougir. Bonne santé surtout et bon courage. Merci. Merci Nour. Nous sommes maintenant avec Christiane qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Christiane. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Je vous téléphone, je vous parle parce que ce qui me semble important de mettre un peu le nez dans les finances publiques et dans les impôts. Dans la Déclaration des droits de l'homme, justement, les citoyens ont un droit de regard sur les impôts. Et c'est en fait la gestion qui fait toute... c'est l'impôt qui fait toute la gestion d'une société. Et à Lyon, une association, la CANOL, et nous, dans les Hauts-de-Seine, l'association Transparence des comptes publics, nous sommes des citoyens qui regardons les comptes publics, parce que toute ville est obligée de mettre sur son site son budget et tous les comptes tous les comptes financiers. D'accord. Donc, je pense que si quelques experts, si quelques citoyens qui s'y connaissent un petit peu formaient des associations avec des gens qui ne s'y connaissent pas. Pour contrôler un peu tout cela, quoi, c'est ça. Tout à fait, parce que il est vrai que, comme disait la personne de Bordeaux, on peut mettre sur les comptes n'importe quoi, si on vérifie pas. Tandis que dans une ville, on peut savoir si les arbres ont été abattus. À Meudon, la ville a dépensé 6 millions pour abattre des arbres, pour en mettre des tout neufs, tout petits. Donc ça a été scandaleux. Et on cherche à gérer tout ce qui se passe dans une ville. Et je pense qu'il n'y a que là, localement, ce sont les citoyens, il faut qu'on se prenne un peu par la main et qu'on regarde dans les comptes. C'est relativement facile quand on est un petit peu aidé par des retraités anciens gestionnaires. Justement, voilà. Christiane, posez est-ce qu'une des, non pas solutions, mais est-ce qu'une des choses, Philippe Fabry, ne serait pas pour peut-être atténuer les effets du plébiscite, de la République plébiscitaire ou monarchiste ou autre, ou monarchie républicaine, est-ce que ce ne serait pas faire appel au contrôle des citoyens? Ça, c'est quand même du contrôle des impôts. C'est vrai que contrôle de beaucoup de choses, contrôle de l'administration, contrôle de, même au niveau local, et surtout au niveau local, de leur ville, de leur quartier. Est-ce que ce ne serait pas aussi, pas une solution, il n'y a pas la solution, mais une des choses qui contribuerait justement à changer un peu. De toute manière, c'est important parce que ça fait partie justement des exercices qui entretiennent ou qui stimulent la culture démocratique. Le fait de s'habituer à être critique à l'égard du pouvoir, le fait d'exiger des comptes et d'acquérir une expérience et une expertise, une compréhension de la façon dont les choses fonctionnent, dont les institutions fonctionnent notamment, c'est effectivement un travail que les citoyens doivent faire. Sinon, ils sont nécessairement désarmés par rapport à ceux qui tiennent le pouvoir et qui vont sans arrêt venir leur expliquer les choses. D'autant plus que si le peuple fait cet effort-là, ça crée naturellement un vivier de gens qui seront ensuite capables éventuellement de se... Mais bon, c'est effectivement un travail de longue haleine, mais de revenir. Et finalement, c'est quelque part reprendre la mécanique par le tout début. C'est-à-dire, c'est comme ça que la démocratie est apparue initialement en Occident, par des gens qui se sont auto-formés, qui ensuite sont allés exiger ce pouvoir-là. Par le peuple, pour le peuple, au service du peuple. Voilà. Enfin, on l'oublie. Ce que je dis, c'est qu'on, normalement, vu l'état dans lequel sont nos voisins et vu qu'on a déjà été un pays démocratique, on ne devrait pas avoir à tout reprendre depuis le début. On devrait arriver à partir de plus loin. Sauf que Philippe Fabry, moi, autant, effectivement, votre diagnostic et votre rappel de l'histoire est très important et même est très, très précis. C'est que comment sortir? Alors, vous donnez quelques solutions, justement, vous dites, voilà, il faudrait que ça parte du Parlement, etc., revoir la Constitution. À propos, vous êtes mélenchoniste? Vous êtes pour la 6e République? Alors, non, parce que je crains vous n'êtes pas pour la 6e République? Je crains que l'idée de Jean-Luc Mélenchon soit celle qui est traditionnellement l'idée de la gauche, c'est-à-dire un régime d'assemblée avec une seule assemblée, qui est un petit peu la même chose que le président absolu, mais avec une assemblée absolue, et donc on revient au même problème, si vous voulez. Et c'est traditionnel. Sauf qu'il y a plus de gens qu'un seul. Voilà.
voilà, mais bon, c'est la convention révolutionnaire, si vous voulez. Donc on sait à quoi ça mène comme genre d'excès. Donc c'est pas forcément mieux. On va dire c'est l'équivalent de gauche de la présidence absolue qui est un petit peu de droite. Mais alors que faire ? Ce qu'il faudrait faire, tout simplement, encore une fois, j'en reviens là, c'est faire en sorte que notre régime soit pareil que chez nos voisins, pour être une vraie démocratie. Mais comment ? Alors, première chose qu'on pourrait faire, qui me paraît pas faisable, mais il faut quand même le dire, c'est de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Faire en sorte qu'il soit élu par les assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Retourner Parce que ça le resubordonnerait, et à ce moment-là, tout découlerait, on se retrouverait avec une même évolution qu'il y avait au début de la Troisième République pour revenir à un parlementarisme sain. Bon, le problème, c'est que pour faire une telle évolution, il faut passer par le président de la République. Oui, donc ça me paraît... Suicidez-vous vous-même, mon cher. Donc à moins d'avoir un président de la République qui serait plus sûr d'être réélu par des assemblées, ça risque d'être compliqué. Parce que c'est plus facile, malgré tout, de se faire élire, de manipuler une élection nationale d'un seul homme que l'élection d'une assemblée. Alternative qui est possible, ce serait j'appelle ça une cage constitutionnelle, mettre le président dans une cage, c'est-à-dire d'accord, le laisser à l'élection au suffrage universel direct, mais lui enlever la plupart de ses grands pouvoirs, lui interdire de présider le Conseil des ministres, pour vraiment que ce soit le chef de gouvernement qui soit mis en place pour reprendre et lui supprimer le droit de dissolution pour l'empêcher d'avoir le contrôle, que seul le Parlement en fait ait le droit de... Donc interdire effectivement de présider le Conseil des ministres, que le Conseil des ministres soit indépendant avec un chef de gouvernement, maître de lui-même, au moins de sa gestion, et qu'il ne puisse plus dissoudre le Parlement. C'est vrai que ça changerait déjà beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut que ce soit le Parlement qui décide. Alors le Parlement peut le faire. Le problème, c'est que le Parlement ne peut pas le faire tout seul. Le Parlement peut s'autosaisir d'une réforme constitutionnelle, mais au moment de choisir quel chemin on prend pour une réforme constitutionnelle, c'est soit le président... c'est le président qui décide, soit de faire voter le Parlement en congrès à Versailles, soit de faire un référendum. Et donc à ce moment-là, le président risque de bloquer. Donc ce que j'envisage, moi, c'est une sorte de coup d'État parlementaire, comme le serment du jeu de paume à l'époque de la Révolution, qui avait mis fin à la monarchie absolue, pour mettre fin à la présidence absolue, qu'on ait un Parlement qui décide de dire nous sommes le Parlement, nous sommes ici par la volonté du peuple et n'en sortirons que par la force des baïonnettes, et qui voterait cette diminution du pouvoir du président. Eh bien, Mirabeau revient, ils sont devenus fou. Merci Philippe Fabrice. Je rappelle le titre de votre livre, Le Président absolu, la 5e République contre la démocratie. Ça coûte 4 €. C'est un petit livre. Vous pouvez évidemment le trouver sur Amazon. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaye va se demander comment s'affirmer face à un ou à une manipulatrice. Ça n'a évidemment aucun lien avec le Président de la République.